l'émission Afia Kwetu. Je suis Josias Pengueza à la présentation et derrière la caméra nous avons Black et à la technique Oredi Moussanda. Mesdames et messieurs, à notre invité ce soir, nous avons l'honneur de vous présenter Dr Ali Kikinaya. Avec lui, nous allons développer un sujet très sensible et oublié de tout le monde, les diabètes du type 2. Docteur, bonjour. Oui, bonjour Josias. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi de m'avoir invité. Okay, merci docteur. Nous voulons comprendre avec vous cet après-midi, c'est quoi les diabètes sous sens plirage. Merci beaucoup pour cette question. Avant d'arriver à dire le diabète c'est quoi, j'aimerais d'abord parler en rapport avec toujours les diabètes sur les statistiques. Parce que sur le plan mondial, jusqu'en 2021-2023, il y avait 537 millions de cas de diabète. Et les projections ont été effectuées. En 2030, on a estimé qu'il y aura environ 643 millions de cas. Et en 2045, on a projeté 15 ans après, et on a estimé qu'il y aurait environ 783 millions de cas de diabète. Okay. L'Afrique n'est pas épargnée parce qu'actuellement en Afrique, selon les statistiques, on était à 24 millions. Et en 2030, la projection était autour de 55 millions de cas de diabète qu'on devait avoir. Et on a enregistré dans le monde environ 6,7 millions de décès. Et en Afrique, c'est autour de 640 000 décès. Et les diabètes, ça touche et les adultes et bien sûr aussi les enfants. Alors si on revenait maintenant à votre préoccupation en rapport avec qu'est-ce qu'est le diabète, je dirais c'est un groupe de pathologies qu'on appelle métaboliques et caractérisé souvent par une augmentation du taux de sucre dans le sang, qu'on appelle l'hyperglycémie. Et cette augmentation du sucre est liée à deux facteurs. Soit un défaut de production, donc il n'y a pas une production de l'insuline, parce que l'insuline c'est l'hormone qui régule surtout, qui entraîne une diminution du taux de sucre, donc une hypoglycémie. Et soit par défaut de production, soit par défaut d'action de cette insuline au niveau donc des tissus de l'organisme, qu'on a maintenant cette augmentation-là, cette hyperglycémie. C'est un peu ça, parce que quand on parle du diabète, souvent, moi j'ai dit, on voit d'abord le pancréas, qui est un organe important dans le corps. Et cet organe-là, il sécrète, en rapport avec les sucres, des types d'hormones. On a les glucagons, qui lui entraîne une augmentation, une diminution plutôt du taux de sucre. Et l'insuline, quand il y a une augmentation dans le sang, ça baisse la glycémie. Voilà. Okay. Donc ça joue ce rôle-là de réguler la glycémie au niveau de l'organisme. Et on va y revenir parce que je vois souvent beaucoup de gens qui ont une certaine confusion en rapport avec l'insuline. On va y revenir quand on va parler du traitement vraiment à la longue avec certaines croyances que la population, parce que la population a vraiment beaucoup de croyances en rapport avec le diabète et ce qui entraîne que cette maladie consume la population et par ignorance. Et puis on va y revenir après, mais l'insuline est produite d'abord par l'organisme, par le pancréas. Le pancréas, oui. Voilà, merci. Ok, merci beaucoup pour cette précision. Déjà, nous sommes en train de comprendre qu'il y a un organe très capital dans l'organisme, le pancréas, qui essaie de nous donner pour la production de l'insuline et des glucagons, et ces hormones-là qui nous aident à stabiliser, disons, dans les termes un peu larges, les taux de sucre dans le sang, qui est la glycémie. Alors, docteur, est-ce que y a-t-il un mécanisme pour nous, la population en général, pour combattre ou faire face à cette maladie qui, disons, c'est une maladie chronique? Est-ce que y a-t-il des signes annonciateurs qui peuvent nous alerter
à dire que là, je suis en train de courir les risques de contracter les diabètes? Merci beaucoup pour cette question. Tant de personnes te posent aussi la même question. Je suis sûr, les internautes, les auditeurs de la radio. En ce qui concerne les diabètes, il faudra d'abord comprendre qu'il y a une prédisposition familiale, donc héréditaire. Okay. Il y a cette prédisposition-là. C'est surtout cette prédisposition-là fait assez que si un des parents était diabétique, c'est possible aussi qu'il y ait des diabétiques dans la famille. C'est possible. Okay. Il y a cette prédisposition-là. Et cette prédisposition, de par ça, d'abord nous pouvons distinguer, parce que nous sommes en train de nous concentrer plus sur le diabète de type D, parce qu'il y en a plusieurs types. Il y a les types 1, les types D. Il y a d'autres diabètes qu'on appelle les diabètes secondaires, souvent à certaines pathologies du pancréas. Il y a quelqu'un chez qui on a fait une pancréatectomie, donc on a enlevé les pancréas, il peut développer un diabète. Celui qui a un cancer, tout ça, il peut aussi développer. Et bon, il y a d'autres types de diabète, des diabètes gestationnels au cours de la grossesse. Mais nous allons nous borner plus ici sur les diabètes de type D. Et pour ça, malheureusement, les signes arrivent et la maladie est souvent diagnostiquée lors des complications déjà. Et c'est ça le problème. Okay. Parce que les signes sont là. Il y a ce qu'on appelle dans les jargons médicaux les syndromes cardinaux. Donc, on a l'amaigrissement, donc une diminution du poids. On a cet amaigrissement-là. On a la polyurie. La polyurie, ici, c'est quand quelqu'un il a tendance à beaucoup trop uriner, tu vois. Et ce qui est plus pour le diabète ici, c'est ce qu'on appelle la nicturie, donc la nuit. Et c'est tellement capital, c'est tellement important. Quand la nuit, facilement, vous savez, quand on a bu de l'eau la nuit, c'est 1 ou 2 fois qu'on peut aller uriner. Mais vous allez voir quelqu'un qui n'a pas pris de l'eau la nuit, mais facilement 4, 5 fois, il s'est réveillé pour aller uriner. C'est déjà un signe qui annonce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un autre signe, c'est la polydipsie. Quelqu'un qui a soif à tout moment, il veut boire de l'eau, il veut boire. Ça, c'est un signe aussi. Il y a un autre signe qu'on appelle la polyphagie. Donc, tendance à manger à tout moment. Donc, quelqu'un mange, mais il ne se rassasie pas, il continue toujours à manger. Facilement, pour une journée, il peut prendre 5, 6, 7 repas et il n'est pas toujours rassasié. Ce sont là les signes annonciateurs. Mais malheureusement, ces signes-là, surtout encore des diabètes, peuvent passer inaperçus. Parce qu'il y a des complications pour le diabète. C'est les sucres qui augmentent au niveau du sang. Et avec plusieurs conséquences, parce que ça peut aller jusqu'aux complications. Bon, je vais un peu éviter les jargons médicaux. Oui, bien sûr. Il faut que quand même les internautes, les auditeurs nous comprennent un peu. Parce que là, j'allais dire la macro-angiopathie, tout ça, mais je me réserve un peu de tous ces signes. Mais il y a quand même des complications qui sont là. L'hypoglycémie. Quelqu'un qui est diabétique, il peut entrer en hypoglycémie, surtout celui qui était déjà sous un traitement quelconque, il peut entrer en hypoglycémie, diminution du taux de sucre, une hypoglycémie. Et j'en ai vu autant qui nous arrivent à l'hôpital avec un taux de glycémie très bas, il vient déjà en coma et c'est une complication qui peut être là et directement. Et heureusement, on peut prendre facilement en charge et puis à temps, si c'est à temps, parce qu'il y a aussi des taux où quand ça arrive, ça endommage déjà les cerveaux, surtout quand on est en dessous des 30 mg par décilitre, ça endommage et puis bon, peut y avoir des répercussions après, mais et il y a d'autres qui meurent même avec cette hypoglycémie. Il y a une autre complication, parce que quand les cycles augmentent, ça peut entraîner la production des corps cétoniques et une complication qu'on appelle l'acidocétose diabétique. Et cela entraîne souvent certains diabétiques qui nous viennent en coma. Il est déjà en coma et quand vous dosez les corps cétoniques vous faites cet examen, vous trouvez qu'ils sont présents et puis bon, il y a un traitement qui en suit et puis on peut récupérer. Il y a une autre complication, les comas. Dans le coma aussi, il y a les comas acidocétosiques, il y a les comas hyperosmolaires, mais tous deux, ça met quand même
le patient dans les comas. Il y a d'autres complications. Ça peut toucher les yeux, ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique, et aller même jusqu'à la cécité, malheureusement. Okay. Voilà. Il y a une autre complication qu'on appelle la neuropathie. Ça peut toucher les nerfs. Et bon, de mes expériences, j'ai déjà eu assez de cas de neuropathie, parce que je me rappelle, j'ai consulté un patient d'environ 50 ans qui était arrivé. Il me dit la seule plainte qu'il avait, c'était quand il marchait, il ne sentait plus ses pieds. Okay. C'est comme s'il n'avait plus de pieds, mais il marchait quand même. C'était seulement ça. Donc, il était plus sensible, en fait. Oui, il ne sentait plus, donc c'était insensible. En faisant des examens, on a trouvé la glycémie qui était tellement élevée, au-delà des 600 mg par décilitre, et on a commencé à prendre en charge. Ce n'est qu'après que progressivement, il a commencé à sentir encore la neuropathie. Ça peut toucher les nerfs et ça entraîne une perte de sensibilité, surtout au niveau périphérique, donc au niveau des pieds, au niveau des mains, et déjà c'est une complication. On peut avoir des complications au niveau des reins, ce qu'on appelle la néphropathie diabétique. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui est en train jusqu'à l'insuffisance rénale, et puis c'est la transplantation qui ensuite, ouais, c'est aussi parmi les complications. On peut aller au-delà, parce qu'en cas de diabète, on peut aller jusqu'à même à une cardiopathie, une insuffisance cardiaque. Ça peut aller au-delà et entraîner même des AVC, des accidents vasculaires cérébraux. Ça arrive en cas de diabète. Une autre complication qui est là majeure, c'est le pied diabétique. Les pieds diabétiques, c'est toujours dans les pertes de sensibilité. Quelqu'un était en train de marcher, il s'est blessé, et puis il y a une plaie au niveau de son pied, et ça peut même faire arriver à des amputations, malheureusement. Ça peut même nous faire arriver à des amputations, malheureusement. Merci beaucoup, docteur Léon. Merci pour cet exposé riche. Merci pour nous avoir précisé des signes qui peuvent se présenter lorsqu'on commence à développer petit à petit les diabètes. Donc, comprenons avec nous que le diabète, c'est une maladie chronique, métabolique, bien sûr, partant du pancréas, la production de l'insuline, jusqu'à la présentation, bien sûr, de tout ce que vous venez d'énumérer là. Alors, docteur, je voulais comprendre du diabète du type 2. Pourquoi on dit souvent que c'est les diabètes non insulinodépendants? Merci beaucoup pour cette question. Si vous revenez un peu sur la définition que j'ai donnée, je dis ça peut être lié deux mécanismes pour les diabètes. J'ai parlé de défaut de production. Okay. Et pour les défauts de production, c'est souvent les diabètes de type 1. Oui. Et de type 1, il y en a, c'est la forme idiopathique, qui est la forme auto-immune aussi. Bon, on ne va pas plus entrer dans la profondeur, mais on prend au niveau, l'autre mécanisme, c'est en termes de défaut d'action. L'insuline est produite, mais n'arrive pas à agir et à baisser cette glycémie. Et c'est là, souvent, c'est lié à une obésité. Tu vois, il y a certaines personnes obèses, et puis l'insuline est produite. Si vous analysez au niveau du pancréas, c'est produit, mais ça n'arrive pas à agir, à entraîner cette hypoglycémie. Et c'est pourquoi on dit non insulinodépendant. Donc c'est un diabète qui, même dans la prise en charge, parce que pour le diabète type 1, vous allez voir, il y a une destruction d'environ 95, même 99% des cellules des îlots de Langerhans. Parce que tout c'est au niveau, les cellules qui produisent l'insuline sont les cellules des îlots de Langerhans. Vous allez voir, il y a une destruction d'environ 95% de ces cellules-là. Et il n'y a presque pas d'insuline. Alors pour ces cas-là, vous allez voir, dans la prise en charge, ça sera l'insuline qu'on doit lui donner, qu'on doit l'injecter tous les jours. Il doit s'injecter l'insuline pour arriver à baisser cette glycémie. Par contre, pour le deuxième type, vous allez voir, l'insuline est produite à environ 50%, mais n'arrive pas à agir. Il y a l'inaction. Voilà. Alors, cette inaction-là va faire à ce que, dans la prise en charge, chez lui, on ne va pas recourir d'abord à l'insuline. On va aller avec
certains médicaments hypoglycémiants pour que ça puisse aider à baisser la glycémie pendant que l'insuline qui est produite, bien qu'en petite quantité, agit. Okay. Voilà, c'est un peu ça la nuance, c'est un peu ça la différence. Merci beaucoup, docteur, pour cette précision, c'est très riche. Oui. Alors, on voulait juste essayer de comprendre encore une fois avec vous que dans nos communautés, il y a beaucoup, les termes esquissés, des ignorants de l'air étant de santé, pour autant qu'on peut être souffrant, on présente les signes et qu'on n'a pas ces réflexes-là de se présenter devant les corps soignants, à l'hôpital et tout. Est-ce que il y a un délai où ça va très vite se développer, se manifester, tomber peut-être dans les comans hypoglycémiques, je ne sais pas. Ça peut prendre au moins combien de temps quand des gens commencent à présenter ces signes? Consciemment, peut-être on peut le savoir, inconsciemment, on peut aussi ne pas le savoir. Est-ce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'années pour que cela soit maintenant manifeste et que tu peux du coup un jour te retrouver à l'hôpital dans un coma et on te dit que tu es diabétique? Oui, merci beaucoup pour cette question. Souvent, pour la plupart des fois, c'est que moi j'observe à l'hôpital chez nous, et là je précise bien, nous sommes à Goma. Ah oui, bien sûr. Je précise bien, c'est que j'observe avec notre mentalité, quand ça ne fait pas encore mal, on ne va pas à l'hôpital. Bien sûr. Quand ça ne fait pas encore mal, quand il n'y a pas encore un signe, on ne va pas à l'hôpital. Et cela fait assez que souvent ils viennent en présentant déjà des complications. Ouais, c'est quelqu'un qui ne s'y connaissait pas diabétique. Il a commencé à avoir des signes, parce que je vais encore vous donner un autre signe que les gens souvent oublient. Une femme, par exemple, chez une femme, elle peut avoir des infections urinaires, des infections vaginales répétées. Ok. Elle ira se faire soigner chaque fois les infections, oubliant que c'est parmi aussi les signes de diabète. Tout comme chez les hommes, il peut présenter ce qu'on appelle une balanite, c'est une infection aussi vaginale, une infection urinaire. Oui. Il peut aussi présenter ça en répétition et il se fera soigner pour une infection pendant qu'il présente déjà le diabète. Ouais, c'est souvent pour dire le temps, mais ça prend, pour que les complications arrivent, c'est pas d'un coup, ça prend 2 mois. Okay. Et il y a certaines personnes, ça peut prendre même des années avant que les complications ne puissent arriver. Parce que les taux donc, comme on dit, ce sont des pathologies chroniques. Et les taux de sucre dans les sangs, ça augmente progressivement. C'est pas que comme ça a augmenté aujourd'hui. C'est pourquoi vous allez voir dans les examens, il y a un examen que nous recommandons souvent et qui nous oriente. C'est l'hémoglobine glyquée. Okay. Et cet examen-là, ça prend environ les variations des taux de glycémie d'environ 90 jours, donc 3 mois. Et si nous trouvons que cet examen-là, il y a des perturbations, donc c'est augmenté, on dit alors attention. Donc il y a eu parmi les 3 mois, tu as fait des pics des glycémies, il faut déjà te contrôler. Mais lui, il n'a présenté aucun signe. Vous voyez, okay. Il n'a présenté aucun signe. Soit souvent c'était un jour où il est allé 2 ou 3 fois ou 4 fois la nuit uriner et il a pris ça pour un normal et puis c'est passé. Mais déjà avec cet examen, ça va nous permettre de voir que non, il y a eu des pics d'hyperglycémie pendant les 3 mois. Et c'est ce qui perturbe un peu, parce que chez nous, il y a d'autres, parce que comme vous y entrez, je vais aussi vous dire autre chose. Parce qu'il y a même des gens qui ont des croyances, autres croyances en rapport avec le diabète. Il y a quelqu'un qui te dira qu'il y a des médicaments qu'il va prendre pour guérir le diabète. Surtout chez les praticiens. Vous voyez? Or, tel que vous voyez, on a énuméré ici les mécanismes, c'est pas une pathologie curable, si on peut le dire. C'est une pathologie qu'on équilibre. Donc le diabète, dans sa prise en charge, c'est l'équilibrer seulement. Donc on joue sur le taux de glycémie qu'il faudra équilibrer, parce que vous allez voir, le diabète c'est défini par un taux de glycémie au-delà des 126 mg par décilitre. Voilà. Alors, il peut venir déjà, et là c'est à jeun. Je suppose à jeun, donc il n'a pas encore mangé, il arrive, il prend, on est au-delà des 126,
déjà, c'est les taux de glycémie qui nous indiquent. Et vous allez voir, il y a des gens qui ont d'autres croyances et ils vous diront que non, il faudra quelqu'un quand il a les diabètes, il y a des médicaments qu'il prend, il va guérir. D'autres te diront que non, quand il y a les diabètes, si on t'injecte l'insuline, tu ne peux plus encore guérir. Oui, je sais. Or, d'abord l'insuline, tu produis ça, ton corps produit l'insuline. Si on apportait une insulinothérapie par exemple externe, qu'on va maintenant commencer à te donner, je ne vois pas la différence avec ce que toi d'abord tu produis. Donc dire qu'en m'injectant l'insuline, je ne veux plus guérir, ça n'a pas de sens. Parce que toi-même, tu produis d'abord cette insuline-là. On ne fait que t'injecter pour diminuer. Parce qu'il y a des cas de diabète de type D, des gens qui arrivent avec des taux de glycémie tellement élevés, au-delà des 600. Vous allez voir, pour ces cas-là, il faudra commencer d'abord par l'insuline, l'insulinothérapie, pour équilibrer. Et équilibrer, c'est jouer sur les taux et baisser les taux, jusqu'à arriver à un taux où il peut maintenant commencer à prendre les comprimés. Mais combien de fois on a perdu certains patients comme ça? Ça fait mal par ignorance. Vous l'expliquez très bien, mais dès qu'il sort, on lui dit aussi des choses dans la communauté, et puis il refuse les traitements. En refusant les traitements, quelques temps après, c'est les comas et les complications néfastes. Parce que ne vous en faites pas, les comas acidocétosiques, ça tue. Ça a déjà tué beaucoup de diabétiques comme ça, par ignorance. Or, s'ils prenaient déjà certaines mesures avant les temps, parce que vous allez voir, pour équilibrer, il faudra aussi jouer sur l'alimentation. Donc, il y a ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques. Oui. Il faudra jouer sur ça parce qu'il ne va plus encore manger comme il mangeait avant. Il doit jouer sur son alimentation pour équilibrer. Parce qu'il y a certains cas des diabétiques qu'on a eu à suivre et qui ont compris les diabètes, c'est quoi? Facilement. On a commencé, juste c'était un peu élevé, on a donné un traitement. Et puis quand c'était équilibré, on est parti avec les régimes. Et seulement avec les régimes, il vous fait 1 année, 2 ans respectant les régimes, mais il n'a pas encore pris des médicaments et son taux est tellement bien équilibré. Vous voyez. Mais quand il n'écoute pas et puis il écoute plus la communauté aussi qui a ses, je ne sais pas, ses enseignants qui viennent d'où, je ne sais pas, ce qui se dit et puis ça perturbe un peu. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis content de m'avoir invité ici pour essayer un peu d'éclairer un peu la communauté sur ces points-là. C'est une supplication pour moi parce que nous avons déjà beaucoup vu dans la pratique médicale. On a déjà beaucoup vu en termes de diabète. Il y a certains même jusqu'à maintenant que nous sommes en train de suivre. Heureusement, ils ont compris et ils comprennent facilement. Et ils sont sous régime, un peu de sport, tout ça. Et ça va et ça évolue très bien. Et quand il y a... Parce que quand quelqu'un, un diabétique, il se connaît, il connaît. Maintenant, là, je me sens comme ça, c'est que c'est ça. Si je sens comme ça, c'est l'hypoglycémie. Je dois faire ça. Non, il doit connaître toutes ces artistes-là. Et vous allez voir avec ça, il va vivre longtemps avec les diabètes. Merci beaucoup, docteur. Rappelons que nous sommes avec Dr Alain, médecin des hôpitaux. Au-delà de ça, il est grand humanitaire. Donc, comprenez même dans ses paroles, il est toujours en train de donner des conseils humanitaires, en fait. Merci, docteur. Nous sommes en train de comprendre qu'avec vous, que l'automédication, quelque part, vous devez déconseiller. Parce que dans le quotidien, les gens, la population, savent qu'une fois je souffre des infections par exemple, je dois prendre l'amoxy, je dois prendre je sais pas quoi et quoi, et cela peut-être peut freiner directement la connaissance sur la vraie cause de ces infections. Alors nous sommes en train d'encourager la communauté de toujours vous présenter devant les personnels soignants pour des orientations dans la prise en charge de tous les maux qui vous rongent. Docteur, est-ce que au niveau de notre pays, la République démocratique du Congo, est-ce qu'il y a-t-il un programme par exemple, ou soit il y a un mécanisme dans la prise en charge, parce que je vois toujours les organisations s'organiser, organisations pour la lutte contre le diabète. Est-ce que le gouvernement, vous avez une idée si le gouvernement a un programme par exemple dans la prise en charge pour que
on peut être ignorant, nos communautés, et le gouvernement ne sait pas aussi si la pathologie est aussi trop risquante comme on ne peut pas le croire. Y a-t-il, au moins au niveau du gouvernement central ou provincial, si on a une idée, des mécanismes dans la prise en charge de cette maladie chronique, métabolique aussi? Merci beaucoup pour cette question. Ce qui se fait au niveau du gouvernement, c'est ce qu'on appelle la CSU, la couverture santé universelle. Okay. On est en train de chercher à ce que tout le monde accède aux soins. Tout le monde, et quand je parle de tout le monde, c'est tout le monde. Il accède aux soins de qualité et à temps. Parce qu'actuellement, certes, l'automédication sera toujours là. Les gens feront toujours plutôt recours à l'automédication quand ils ont... Mais moi, je déconseille. Parce que quand tu prends des médicaments comme ça, tu ne sais pas, tu souffres de quoi ça va. C'est pas parce que quelqu'un a pris Amoxy que moi aussi je peux prendre pour que je guérisse. Ouais. Alors, je dois faire des examens pour connaître mon état. Alors, tu vois, déjà, ça pose un problème. Quand on regarde déjà les coûts, et les coûts de consultation, et les examens, et les médicaments qui vont être prescrits, ça pousse souvent certaines personnes à aller. Mais aujourd'hui, il y a cette politique de la couverture santé universelle, là où tout Congolais doit accéder aux soins de qualité à temps et à tout moment et n'importe où. C'est pourquoi le gouvernement était en train de voir comment mettre ça en place, que ça soit vraiment effectif, en collaboration avec nos mutuelles de santé, avec les mutuelles de santé qui sont là pour que tout le monde adhère aux mutuelles. Tout le monde. C'est pas encore que dans une famille, on fait seulement adhérer 2 ou 3 personnes ou une personne qui souffre. Non, c'est tout le monde. De telle sorte que si tu tombais malade, facilement, tu te retrouves que tu es affilié à une mutuelle de santé. Et c'est là, c'est pourquoi on cherchait à toucher donc toute la population. Si tous les Congolais accédaient aux soins comme ça, je crois que ça va réduire. Vous voyez déjà, là où tout le monde aura accès aux médicaments, aura accès aux examens, c'est facile quand il faut faire un contrôle, d'aller facilement à l'hôpital et tu sais, comme je suis... il y a cette couverture-là, je vais être prise en charge facilement et ça va vraiment nous permettre de diminuer surtout sur la mortalité de cette pathologie. Merci beaucoup, docteur. C'est une recommandation directe à nos autorités. Déjà, nous sommes en train de continuer avec notre émission. Docteur, je voulais juste avoir des petits conseils pratiques ou techniques face à cette pathologie. C'est vrai en écoutant, en voyant. C'est pas n'importe quelle pathologie, ça crée. Alors, comme ça fait déjà la peur, nous devons bien prendre des choses au sérieux. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques petits conseils à donner à notre communauté? Petits conseils à donner à ceux-là qui déjà, il y a 2 mois, 3 mois, 2 jours, qui présentent les signes que vous avez énumérés. Est-ce qu'il y a un mécanisme, un petit conseil que vous pouvez les prodiguer? Merci beaucoup. Je commencerai d'abord par dire d'observer d'abord sa famille élargie, et même restreinte. Si dans votre famille, vous trouvez que vous avez un parent qui est diabétique, ou bien qui a été diabétique, il est décédé du diabète, tout ça, c'est quelque chose déjà, c'est comme une alarme déjà. Vous vous dites, c'est possible que moi aussi je développe. Alors à un certain moment, il faut commencer à contrôler déjà son alimentation. Vous voyez? Et vous vous retrouvez dans cette catégorie, soit obésité, soit il y a un surpoids quelconque. Vous voyez déjà que vous êtes prédisposé. Pour ça, il faudra déjà vous présenter à l'hôpital et faire certains examens. Notamment, c'est juste l'hémoglobine glyquée, soit la glycémie, pour et avoir aussi des conseils au niveau de l'hôpital en rapport avec les diabètes. Vous présentez déjà certains signes
Ah, là, il faut carrément, les signes que je viens d'énumérer ici, il faudra déjà vous présenter à l'hôpital, là où on doit faire les examens approfondis. Pour les infections urinaires, souvent, c'est limite seulement à l'examen des urines, tout ça. On n'entre pas en profondeur. Alors pour ça, à l'hôpital, on aura entré en profondeur et puis voir pourquoi c'est en répétition, tout ça, et on aura à diagnostiquer. Alors, chez quelqu'un, ça c'est une suggestion que je donnerai, chez qui on vient maintenant de diagnostiquer, il faut écouter plus le médical. Okay. Parce que c'est lui, il connaît pourquoi cette pathologie. Parce qu'on a toujours tendance à donner plus les oreilles au niveau de la communauté et au lieu d'écouter plus le médical. Or, c'est un médecin. Il connaît la physiopathologie. Il connaît comment est-ce que c'est les diabètes, c'est quoi. Il connaît. Et il sait comment est-ce qu'il va prendre en charge. Alors, mais tellement que ça fait peur quand on nous dit qu'on ne peut pas guérir de telles pathologies. Certes, ça fait peur. On a tendance à écouter celui qui nous dit que nous allons guérir. Tu vois, par peur de cette pathologie, nous nous donnons plus aux charlatans, oui, et qui nous prédispose plus au décès, au lieu d'écouter qu'un médecin qui te donnera qui te prodiguera des conseils, qui te donnera des astuces pour équilibrer. Vous voyez, pour équilibrer, parce que là il va même aller jusqu'au niveau de qu'est-ce que tu dois manger, qu'est-ce que tu ne dois pas manger, qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre. Parce que vous allez voir, on recommande souvent en cas de diabète souvent de prendre beaucoup de fruits. Les fruits, c'est bon, il faudra les prendre parce que ça aide. On va recommander qu'il faut environ 3 repas par jour. Il faut éviter les boissons sucrées, sauf en cas d'hypoglycémie. Donc tout ce qui... Et l'été, tout ça. Mais actuellement, il y a quand même ce qu'on appelle les sucres pour les diabétiques. Il y en a qui sont là et c'est un peu vendu partout. Et ça ne joue pas sur la glycémie. Bien que c'est un peu sucré, mais ça ne joue pas sur la glycémie. Okay. Alors vous voyez, il faudra... pour moi, il faudra plus... écouter les médicaux qu'écouter. Certes, ça fait peur. Parce que j'ai déjà vu les gens dire, quand on lui dit qu'il est diabétique, il se voit, bah si, donc là, fini. Je vais mourir. Tu vois, c'est pas fini. Parce on a vu des gens qui sont allés 20, 25 ans, 30 ans avec les diabètes, il équilibre seulement. Dès qu'il y a une petite complication, il fait recours à l'hôpital, on soigne et puis ça va, et puis il évolue avec. Et ça ne pose pas de problème. Mais quand en voulant plus écoutant, c'est lui qui te dit que tu vas guérir, mets-toi d'abord en tête que tu ne vas pas guérir. Parce qu'il n'y a pas jusqu'à maintenant un produit qui va aller restaurer les cellules des îlots de Langerhans au niveau du pancréas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Okay. Parce que si le médicament là était là, déjà on allait commencer à prescrire pour booster, pour stimuler la production et puis arriver jusqu'à la guerre. Mais jusqu'à maintenant, il n'y en a pas. Oui. C'est pourquoi on donne l'insuline, juste pour mimer, donc pour essayer un peu de jouer les rôles de l'insuline produite dans l'organisme pour baisser la glycémie. Okay. On donne les hypoglycémies en oraux pour essayer de diminuer. D'ailleurs, on les appelle les hypo. Donc, pour essayer de jouer sur l'équilibre, de jouer sur la glycémie et de diminuer le taux du sucre dans le sang. C'est juste, on essaie un peu d'équilibrer. Mais s'il y avait un produit vraiment, je ne vois pas la médecine comment elle pouvait cacher ces produits-là. Donc, pour dire que si on te dit que tu vas guérir, c'est un mensonge. Merci beaucoup, docteur. Nous sommes à la fin de notre émission. Mesdames et messieurs, le diabète n'est pas sorcier. Le diabète ne guérit pas, mais on peut l'équilibrer, on peut stabiliser pour garder l'homéostasie. Mais nous sommes ravis de vous avoir nombreux devant vos radios, télévisions. Nous sommes Josias Penguez à la présentation et derrière les caméras nous avons Black et Aurélie Moussanda à la technique. Merci, à la prochaine.